Rome, 218 après Jésus-Christ. Un adolescent de 14 ans monte sur le trône de l'empire le plus puissant du monde. Son règne va durer moins de 4 ans, mais il marquera l'histoire comme l'un des chapitres les plus scandaleux de l'humanité. Cette histoire, c'est celle d'Héliogabale, l'empereur qui bouleversa tous les codes moraux et sociaux de son époque. 3 décennies plus tard, quand les chroniqueurs romains tentent de raconter cette période, leurs plumes tremblent d'indignation. Comment décrire sans rougir un souverain qui se prostituait dans les lupanars de Rome, qui voulait devenir femme, qui épousa des hommes et transforma le palais impérial en bordel? Comment expliquer que le maître du monde civilisé ait été un être qui défie toutes les catégories humaines? Bassianus naît vers 204 dans la ville d'Émèse, en Syrie. Dès ses premiers jours, il baigne dans un univers exclusivement féminin qui va façonner son destin de manière irréversible. Sa mère, Julia Soaemias, sa grand-mère Julia Maessa et sa grand-tante Julia Domna forment un clan de femmes exceptionnellement influentes dans l'Empire romain. Ces femmes ne se contentent pas de porter des noms prestigieux. Elles manipulent le pouvoir avec une habileté qui ferait pâlir Machiavel. La famille possède des richesses colossales et contrôle le culte d'Héliogabale, un dieu solaire représenté par une pierre noire tombée du ciel. Cette pierre conique, ornée d'or et de soie brodée de pierres précieuses, attire des milliers de pèlerins qui viennent y déposer leurs offrandes. Le petit Bassianus grandit au milieu de ces rites mystiques, respirant l'encens et observant les danses sacrées qui accompagnent le culte. À 13 ans, il devient grand prêtre d'Héliogabale et prend le nom de son dieu. Son enfance s'achève brutalement quand sa famille décide d'en faire un empereur. L'assassinat de Caracalla en 217 a laissé le trône aux mains de Macrin, un homme que les femmes syriennes méprisent profondément. Julia Maessa élabore alors un plan d'une audace inouïe: faire passer son petit-fils pour le fils illégitime de Caracalla. Le stratagème fonctionne parfaitement. Le 16 mai 218, les soldats de la 3e Légion proclament Héliogabale empereur. Macrin tente de résister, mais ses troupes l'abandonnent. Quand les deux armées s'affrontent près d'Antioche, Julia Maessa et sa fille descendent de leur char pour exhorter les soldats. Cette intervention spectaculaire fait basculer la bataille. Macrin s'enfuit et meurt peu après, laissant l'Empire aux mains d'un adolescent de 14 ans. Héliogabale met plus d'1 an à rejoindre Rome. Ce voyage interminable révèle déjà sa personnalité. Il refuse de se comporter comme un empereur traditionnel. Quand il arrive enfin dans la capitale le 29 septembre 219, son cortège stupéfie les Romains. L'empereur porte des robes de soie orientale, sa tête est coiffée d'une tiare solaire, et il est entouré d'eunuques et de danseurs exotiques. Cette entrée théâtrale n'est que le prélude d'un règne qui va révolutionner Rome. Héliogabale commence par installer sa pierre sacrée dans un temple somptueux sur le Palatin, au cœur même du pouvoir romain. Il y transporte également le feu de Vesta, l'image de Cybèle, et les boucliers sacrés, créant un syncrétisme religieux qui horrifie les traditionalistes, mais c'est au Sénat qu'Héliogabale livre son premier coup d'éclat. Dès sa première visite, il fait asseoir sa mère auprès des consuls et accorde un siège de sénateur à sa grand-mère. Pire encore, il crée un sénat de femmes qui siège au Quirinal sous la présidence de Julia Maessa. Cette innovation révolutionnaire brise 2000 ans de tradition masculine romaine. Les sénateurs grincent des dents, mais ils n'ont pas encore tout vu. Héliogabale confie les plus hautes charges de l'État à ses favoris syriens, hommes souvent peu qualifiés, mais choisis pour leur beauté ou leur talent particulier. Comazone, qui l'a aidé à prendre le pouvoir, devient préfet du prétoire. D'autres reçoivent des postes importants uniquement parce qu'ils possèdent certains attributs physiques que l'empereur apprécie. Héliogabale épouse d'abord Julia Paula, une jeune femme de bonne famille. Mais ce mariage, comme tous les suivants, tourne rapidement au fiasco. L'empereur ne montre aucun intérêt pour les relations intimes traditionnelles. Il répudie Paula sous prétexte qu'elle a une tache sur le corps et jette son dévolu sur une proie autrement plus scandaleuse.
Aquilia Severa est une Vestale, une prêtresse consacrée à la déesse Vesta. Ces femmes doivent rester vierges pendant 30 ans, et toute relation sexuelle leur vaut d'être emmurées vivantes. Quand Héliogabale annonce son intention d'épouser Aquilia, Rome entière frémit d'horreur. Les Vestales garantissent la sécurité de la ville par leur pureté. Les toucher, c'est attirer la colère des dieux sur l'Empire. L'empereur justifie son geste avec une logique qui lui est propre. C'est pour que naissent des enfants divins de moi, grand prêtre, et d'elle, grande prêtresse. Cette union entre deux figures religieuses majeures pourrait, selon lui, engendrer une descendance surnaturelle. Malheureusement pour ses projets, Héliogabale ne touche jamais sa femme Vestale et aucun enfant ne naît de cette union sacrilège. Frustré par cet échec, il répudie Aquilia et épouse Annia Aurelia Faustina, descendante de Marc Aurèle et veuve d'un homme qu'il vient de faire exécuter. Mais cette union ne le satisfait pas davantage, et il revient à Aquilia Severa avant la fin de l'année. Ces mariages à répétition, 5 en 3 ans, scandalisent une société romaine qui prône la stabilité matrimoniale. La vérité, c'est qu'Héliogabale ne s'intéresse pas vraiment aux femmes. Ses véritables passions se trouvent ailleurs, dans des relations que la morale romaine réprouve absolument. Un jour, durant des jeux du cirque, un incident va changer la vie d'Héliogabale. Un cocher nommé Hiéroclès, un esclave blond originaire de Carie, tombe de son char juste devant la loge impériale. L'empereur, subjugué par la beauté de cet homme imberbe, en tombe instantanément fou amoureux. Hiéroclès n'est pas n'importe qui. Ancien amant d'un dénommé Gordius, qui lui a appris l'art de conduire les chars, il possède une personnalité dominatrice qui va transformer Héliogabale en esclave consentant. Dès leur première rencontre, les rôles s'inversent. L'empereur devient soumis, l'esclave devient maître. Cette relation bouleverse tous les codes de l'époque. Héliogabale accorde à Hiéroclès un pouvoir considérable, fait venir sa mère à Rome et la place parmi les épouses de consuls. Mais surtout, il accepte d'être traité avec une violence qui choque même ses ennemis. Hiéroclès n'hésite pas à battre l'empereur, à l'humilier publiquement et à le tromper ouvertement. Loin de se révolter contre ces mauvais traitements, Héliogabale les recherche. Il se promène dans Rome, avec des bleus au visage, fier de montrer les marques que lui inflige son amant. Cette inversion des rapports de force fascine et dégoûte les observateurs. Comment l'homme le plus puissant du monde peut-il se complaire dans une telle soumission? La réponse réside dans la psychologie complexe d'Héliogabale. Élevé exclusivement par des femmes, il n'a jamais appris les codes de la virilité romaine. Au contraire, il aspire à jouer le rôle féminin dans ses relations amoureuses. Avec Hiéroclès, il trouve enfin un homme capable de le dominer comme il le souhaite. Héliogabale ne se contente pas d'Hiéroclès. Par l'intermédiaire de ses rabatteurs, il entend parler d'Aurelius Zoticus, surnommé le cuisinier d'après le métier de son père. Ce lutteur de Smyrne jouit d'une réputation extraordinaire, tant pour sa beauté que pour la taille impressionnante de ses organes génitaux. Sans même l'avoir rencontré, Héliogabale fait de Zoticus son cubiculaire, un poste influent mais non administratif. Cette nomination provoque la jalousie d'Hiéroclès, qui craint de perdre sa position privilégiée auprès de l'empereur. Avec la ruse d'un homme habitué aux intrigues de palais, il fait porter un breuvage à Zoticus pour le rendre impuissant lors de sa première nuit avec Héliogabale. Le stratagème fonctionne parfaitement. Déçu par les performances de son nouveau favori, Héliogabale le renvoie dès le lendemain. Il chasse Zoticus de Rome puis d'Italie, lui épargnant ainsi la révolution qui se prépare contre l'empereur. Cette anecdote révèle à quel point Héliogabale juge ses amants sur des critères purement physiques. Lors de la cérémonie d'investiture de Zoticus, un incident révèle l'état mental d'Héliogabale. Quand le nouveau cubiculaire lui adresse la formule traditionnelle « Empereur, mon maître, salut », Héliogabale répond en penchant la tête, comme une femme, et en clignant des yeux « Ne m'appelle pas ton maître, je suis ta maîtresse ». Cette
Phrase rapportée par l'historien Dion Cassius résume parfaitement l'ambiguïté d'Héliogabale. Il ne veut plus être considéré comme un homme, encore moins comme un empereur traditionnel. Il aspire à incarner une féminité qu'il fantasme à travers ses relations amoureuses. Héliogabale ne se contente pas de revendiquer une identité féminine dans ses paroles. Il entreprend une véritable transformation physique qui scandalisera les générations futures. Il s'épile entièrement le corps, porte des perruques poudrées et se maquille le visage avec de la céruse blanche. Ses vêtements font sensation dans Rome. Au lieu de la toge traditionnelle, il arbore des robes de soie fine brodées d'or et de pierres précieuses. Ses bijoux rivalisent avec ceux des plus grandes dames de l'aristocratie. Cette féminisation de l'empereur brise tous les codes vestimentaires d'une société où l'apparence masculine est synonyme d'autorité. Mais Héliogabale va plus loin dans sa quête de transformation. Selon plusieurs chroniqueurs byzantins, il promet d'énormes sommes d'argent aux médecins capables de lui créer un vagin par incision génitale. Cette demande, révolutionnaire, pour l'époque, révèle une volonté de changement de sexe qui dépasse la simple coquetterie. Les techniques chirurgicales de l'époque ne permettent évidemment pas de réaliser une telle opération. Mais la simple formulation de ce désir montre à quel point Héliogabale rejette son identité masculine. Il veut devenir femme dans tous les sens du terme, pas seulement dans ses comportements ou son apparence. Cette transformation physique s'accompagne d'une évolution comportementale qui achève de dérouter ses contemporains. Héliogabale adopte la gestuelle féminine, la voix, les manières. Il se comporte comme une courtisane raffinée plutôt que comme un empereur romain. Les transformations d'Héliogabale ne s'arrêtent pas à son apparence. Ses pratiques sexuelles vont choquer une société pourtant habituée aux excès de ses dirigeants. L'empereur se rend régulièrement dans les lupanars de Rome, ces maisons de prostitution où se mélangent toutes les classes sociales. Mais Héliogabale n'y va pas comme client. Il s'y installe comme prostituée, proposant ses services aux hommes qui fréquentent ces établissements. Cette inversion des rôles sociaux dépasse tout ce que Rome a pu connaître. Comment l'homme le plus puissant du monde peut-il se rabaisser au rang de prostituée? Dans le palais impérial même, Héliogabale aménage une chambre spécialement dédiée à ses activités prostitutionnelles. Dion Cassius rapporte qu'il s'y tient sans cesse debout, nu à la porte de cet appartement, comme les prostituées. Il racole les passants, négocie ses tarifs et se vante d'être plus demandé que ses concurrentes professionnelles. Cette prostitution impériale ne relève pas de la nécessité financière, évidemment. Héliogabale dispose des richesses infinies de l'Empire. Son comportement exprime plutôt un besoin psychologique profond d'être désiré, dominé, utilisé par des hommes qu'il ne connaît pas. Les chroniqueurs rapportent qu'il organise dans le palais des spectacles de cirque où il mélange divertissement public et plaisir privé. Ces représentations dégénèrent régulièrement en orgies où l'empereur participe avec enthousiasme, abandonnant toute dignité impériale. Un jour, Héliogabale prend une décision qui va marquer les esprits pour l'éternité. Il convoque toutes les prostituées officiellement inscrites de Rome, ainsi que tous les entremetteurs professionnels de la ville. Cette assemblée extraordinaire se réunit dans le forum au cœur même de la République romaine. Quand cette foule hétéroclite se rassemble, Héliogabale fait son apparition dans une tenue qui achève de scandaliser l'assistance. Il porte des vêtements féminins et s'est attaché de fausses poitrines pour parfaire son illusion. Devant ces professionnels du sexe, il se présente comme leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques. L'empereur prononce alors un discours surréaliste où il donne des conseils techniques sur l'art de la prostitution. Il partage son expérience, évoque les meilleures techniques pour satisfaire la clientèle et dispense ses recommandations pour optimiser les tarifs. Cette scène, digne d'un cauchemar pour les traditionalistes romains, révèle jusqu'où Héliogabale est prêt à aller dans sa transgression. À la fin de cette assemblée improbable, l'empereur distribue des cadeaux somptueux à tous les participants. Chaque prostituée repart avec de l'or, chaque entremetteur reçoit des présents de valeur. Cette générosité ostentatoire vise à acheter la complicité de ce milieu interlope que fréquente Héliogabale. Cette convocation des prostituées marque un tournant dans le règne.
Elle révèle publiquement les véritables penchants de l'empereur et achève de le discréditer aux yeux des classes dirigeantes. Comment respecter un souverain qui se comporte comme le patron d'un réseau de prostitution? Héliogabale ne se contente pas de choquer par sa sexualité. Ses excès touchent tous les domaines de la vie quotidienne, particulièrement l'alimentation. Il organise des festins d'un raffinement monstrueux où l'on sert des mets d'une complexité inouïe. Crêtes de coq, langue de paon, têtes de perroquets tropicaux, cervelles de colibri. Ces banquets pharaoniques coûtent des fortunes à l'État, mais ils ne satisfont pas encore l'empereur. Héliogabale développe un sens de l'humour particulièrement pervers qui transparaît dans ses réceptions. Il fait servir à ses invités de la nourriture en cire ou en pierre, parfaitement imitée, regardant avec délectation leur surprise quand ils tentent de manger. Plus inquiétant encore, il fait emprisonner ses convives ivres dans des cages d'animaux sauvages. Ces malheureux se réveillent aux côtés de lions, de léopards ou d'ours, et la frayeur en fait mourir plusieurs, selon l'histoire auguste. Ces blagues morbides révèlent une cruauté qui dépasse la simple fantaisie d'adolescents gâtés. Héliogabale collectionne également les objets les plus extravagants. Il fait fabriquer des pots de chambre en or massif, commande des coussins péteurs pour embarrasser ses invités et accumule dans ses appartements privés tout ce que l'artisanat de luxe peut produire de plus inutile. Ces dépenses somptuaires grèvent lourdement les finances de l'Empire. Mais l'empereur s'en moque éperdument. Il vit dans l'instant présent, multipliant les caprices sans se soucier des conséquences économiques ou politiques de ses actes. Pendant qu'Héliogabale s'abandonne à ses plaisirs, l'opposition se cristallise autour de lui. Le Sénat supporte de plus en plus mal ses innovations religieuses et ses provocations morales. L'armée grince des dents devant un empereur qui préfère la danse sacrée aux revues militaires. Le peuple romain, d'abord séduit par les largesses de la famille syrienne, commence à murmurer contre les excès de leur souverain. Les traditions ancestrales de Rome se trouvent bafouées quotidiennement par un adolescent qui semble vouloir détruire systématiquement tout ce qui fait l'identité romaine. Julia Maesa, l'architecte de l'ascension d'Héliogabale, mesure rapidement l'ampleur du problème. Sa stratégie politique reposait sur l'idée d'un empereur malléable qu'elle pourrait contrôler. Mais son petit-fils s'avère totalement incontrôlable, poursuivant ses fantasmes sans tenir compte des réalités du pouvoir. La grand-mère tente de raisonner Héliogabale, mais elle se heurte au soutien inconditionnel de Julia Soaemias. La mère de l'empereur encourage les excentricités de son fils, y voyant peut-être l'expression d'une liberté qu'elle n'a jamais pu connaître. Cette division au sein du clan syrien affaiblit considérablement la position d'Héliogabale. La garde prétorienne, pilier du pouvoir impérial, manifeste des signes inquiétants d'agacement. Ces soldats d'élite supportent mal d'obéir à un empereur qui se comporte comme une femme et fréquente des esclaves. Leur fidélité, pourtant, achetée à prix d'or, commence à vaciller. Face à cette dégradation de la situation, Julia Maesa élabore une stratégie de sortie de crise. En juillet 221, elle convainc Héliogabale d'adopter son cousin Alexianus Bassianus, âgé de 13 ans. Ce garçon, futur sévère Alexandre, présente toutes les qualités qui manquent à Héliogabale. Sérieux, discipline, respect des traditions. L'adoption d'Alexandre répond à une logique politique implacable. Julia Maesa présente ce nouveau César comme l'antithèse de son cousin, élevé à la romaine, respectueux des coutumes ancestrales, promis à un grand avenir militaire. Cette présentation séduit immédiatement l'armée et le Sénat. Héliogabale accepte cette adoption en pensant pouvoir contrôler son cousin. Il ne mesure pas que Julia Maesa vient de lui donner un successeur potentiel qui possède toutes les qualités dont lui-même est dépourvu. Cette erreur d'appréciation va lui coûter la vie. Alexandre conquiert rapidement les cœurs. Son sérieux, sa patience et son respect des traditions tranchent avec l'excentricité d'Héliogabale. Les vieux Romains, lassés de voir leur empire dirigé par des femmes et représenté par un adolescent efféminé, reportent leurs espoirs sur ce nouveau prince.
La popularité grandissante d'Alexandre commence à inquiéter Héliogabale. L'empereur réalise progressivement qu'il vient de créer son propre rival. Cette prise de conscience va le pousser à commettre l'erreur fatale qui causera sa perte. Au début de 222, Héliogabale prend une décision qui scelle son destin. Jaloux de la popularité d'Alexandre, il décide de revenir sur l'adoption et de faire assassiner son cousin. Cette tentative de meurtre révèle jusqu'où l'empereur est prêt à aller pour conserver un pouvoir qui lui échappe. Mais Alexandre bénéficie de la protection vigilante de sa mère, Julia Mamaea, et de sa grand-mère, Julia Maesa. Ces femmes expérimentées déjouent tous les complots d'Héliogabale et protègent efficacement leurs protégés. Cette guerre sourde au sein de la famille impériale achève de déstabiliser le régime. La garde prétorienne, témoin de ces intrigues familiales, penche de plus en plus vers Alexandre. Les soldats apprécient ce jeune homme qui respecte les codes militaires et promettent de défendre sa vie contre les projets meurtriers d'Héliogabale. En mars 222, la situation atteint un point de rupture. Héliogabale est contraint de se rendre au camp des prétoriens pour tenter de calmer la rébellion qui gronde. Il réussit temporairement à apaiser les soldats en promettant de se débarrasser de tous ses compagnons de débauche. Mais quand vient le moment de sacrifier Hiéroclès, Héliogabale craque. Il supplie les soldats en pleurant. « Accordez-moi celui-là seulement, quelque opinion que vous ayez de lui, ou tuez-moi. » Cette déclaration d'amour public pour un esclave achève de dégoûter Julia Maesa de son petit-fils. Le 11 ou 12 mars 222, la révolte éclate au camp des prétoriens. Julia Maesa a donné son accord tacite à l'élimination d'Héliogabale. Les soldats, excédés par les provocations de leur empereur, passent à l'action avec une violence qui révèle l'ampleur de leur exaspération. Héliogabale et sa mère Julia Soaemias sont massacrés sans pitié. Leurs corps sont traînés dans les rues de Rome par une foule furieuse qui déverse sur eux toute la haine accumulée pendant 3 ans. Cette procession macabre aboutit au Tibre, où les cadavres sont jetés comme des détritus. Hiéroclès, le grand amour d'Héliogabale, meurt également dans le massacre. Zoticus, exilé d'Italie, échappe à la tuerie qui emporte tous les favoris de l'empereur. Cette purge sanglante efface brutalement toute trace du règne scandaleux. Alexandre, 13 ans et demi, est immédiatement proclamé empereur par les mêmes soldats qui viennent de tuer son cousin. Cette transition brutale révèle à quel point Héliogabale était devenu indésirable. En quelques heures, Rome passe du chaos à l'ordre, de la transgression à la tradition. Dès le lendemain, de nouvelles monnaies frappées au portrait d'Alexandre remplacent celles d'Héliogabale. Les capitales provinciales reçoivent des missives annonçant le changement de règne. Cette efficacité administrative montre que la chute d'Héliogabale était préparée de longue date. Immédiatement après sa mort, Héliogabale subit la damnatio memoria, cette condamnation à l'oubli que Rome réserve à ses dirigeants les plus haïs. Son nom est martelé sur les inscriptions. Ses statues sont détruites, ses innovations sont annulées. Alexandre Sévère prend des mesures immédiates pour effacer toute trace du règne précédent. La pierre noire d'Héliogabale retourne à Émèse, les temples syncrétistes sont fermés, le Sénat de femmes est dissous. Ces décisions populaires consolident immédiatement le nouveau règne. Les chroniqueurs de l'époque participent activement à cette campagne d'effacement. Dion Cassius, Hérodien et l'auteur de l'histoire Auguste rivalisent dans leur description horrifiée d'Héliogabale. Leurs témoignages, teintés de parti, pris évidents, constituent pourtant nos principales sources sur cette période. Cette diabolisation systématique pose évidemment des problèmes aux historiens modernes. Comment démêler la vérité de la propagande dans ces récits rédigés par les ennemis d'Héliogabale? Certains épisodes relèvent manifestement de l'exagération, voire de l'invention pure. Mais même en tenant compte de ces biais, le personnage d'Héliogabale reste extraordinaire. Aucun empereur romain n'a jamais poussé aussi loin la transgression des normes sociales et morales de son époque. Sa simple existence défie les catégories traditionnelles de l'histoire antique.
Que retenir de ces 3 années de folie? Héliogabale représente-t-il un accident de l'histoire, une anomalie explicable par sa jeunesse et son éducation particulière? Ou bien incarne-t-il quelque chose de plus profond sur la nature humaine et les limites du pouvoir absolu? Son règne révèle d'abord les dangers de confier le pouvoir suprême à un adolescent non préparé. Élevé dans un cocon féminin syrien, Héliogabale n'a jamais appris les codes de la société romaine. Quand il accède au trône, il transpose naïvement ses fantasmes personnels dans la sphère publique. Mais cette explication psychologique ne suffit pas à épuiser le mystère Héliogabale. Son comportement révèle une volonté consciente de bouleverser l'ordre établi, une jouissance évidente à choquer et à transgresser. Cette dimension subversive dépasse la simple immaturité. En revendiquant une identité féminine, en pratiquant la prostitution masculine, en épousant des hommes, Héliogabale anticipe de 17 siècles les débats contemporains sur le genre et la sexualité. Sa modernité troublante explique peut-être l'intérêt renouvelé que lui portent les historiens actuels. Son règne illustre également les limites de la tolérance romaine. Malgré sa réputation de société ouverte et cosmopolite, Rome ne supporte pas qu'on remette en cause ses fondements identitaires. Héliogabale franchit une ligne rouge en s'attaquant simultanément à la religion traditionnelle, au code de virilité et à la dignité impériale. 18 siècles après sa mort, Héliogabale continue de diviser les historiens. Faut-il voir en lui un précurseur de l'émancipation sexuelle, un empereur trans avant la lettre, comme le suggère un musée britannique qui utilise désormais des pronoms féminins pour le désigner? Ou bien cette interprétation moderne déforme-t-elle la réalité antique? La prudence s'impose face à ces sources tardives et partisanes. Dion Cassius écrit sous Alexandre Sévère, successeur d'Héliogabale. L'histoire auguste date du IVe siècle et mélange allègrement faits réels et inventions romanesques. Hérodien, plus fiable, reste néanmoins influencé par l'opinion de son époque. Ses chroniqueurs utilisent délibérément un vocabulaire féminin pour décrire Héliogabale, mais dans quel but? S'agit-il de témoigner fidèlement de ses revendications identitaires ou bien de l'humilier en utilisant la féminité comme une insulte? Dans la mentalité romaine, traiter un homme d'efféminé constitue la pire des offenses. Cette ambiguïté rend l'interprétation particulièrement délicate. Les éléments les plus spectaculaires du règne d'Héliogabale soulèvent des questions similaires. La prostitution impériale, les mariages homosexuels, les demandes de chirurgie génitale. Ces épisodes relèvent-ils de la réalité ou de la calomnie posthume? Certains historiens modernes penchent pour la seconde hypothèse, y voyant une campagne de diffamation orchestrée par ses successeurs. Pourtant, même en écartant les exagérations manifestes, un noyau dur de comportements transgressifs subsiste. Héliogabale a incontestablement bouleversé les codes religieux en imposant son culte solaire. Il a certainement entretenu des relations amoureuses avec des hommes, notamment Hiéroclès. Sa féminisation vestimentaire semble également attestée par plusieurs sources indépendantes. Un aspect souvent négligé du règne d'Héliogabale concerne le rôle exceptionnel joué par les femmes de sa famille. Julia Maesa, Julia Soaemias et Julia Mamaea exercent un pouvoir politique direct inédit dans l'histoire romaine. Cette révolution silencieuse mérite autant d'attention que les scandales de l'empereur. Julia Maesa gouverne véritablement l'Empire pendant les premières années du règne. Elle entre au Sénat, préside un conseil de femmes, prend les décisions stratégiques majeures. Cette concentration du pouvoir entre des mains féminines constitue une rupture historique que les chroniqueurs masculins minimisent volontairement. Le paradoxe d'Héliogabale, c'est qu'en cherchant à devenir femme, il libère paradoxalement les femmes de son entourage de leurs contraintes traditionnelles. Son rejet de la virilité impériale crée un vide que sa mère et sa grand-mère s'empressent de combler. Cette inversion des rôles de genre dépasse largement la seule personne de l'empereur. Julia Soaemias incarne cette émancipation féminine poussée à l'extrême.
En soutenant inconditionnellement les excentricités de son fils, elle affirme son indépendance face aux normes sociales. Cette complicité mère-fils dans la transgression révèle une dynamique psychologique complexe qui contribue à expliquer la radicalité d'Héliogabale. La chute brutale du régime entraîne mécaniquement le retour des femmes à leur rôle traditionnel. Julia Mamaea, sous Alexandre Sévère, conserve certes une influence politique, mais dans des limites acceptables pour la société romaine. L'expérience du pouvoir féminin direct s'achève avec Héliogabale. Le règne d'Héliogabale cristallise également les tensions entre Orient et Occident qui traversent l'Empire romain. Sa famille syrienne incarne aux yeux des Romains tous les vices orientaux, mollesse, corruption, perversion sexuelle, syncrétisme religieux. Cette opposition géoculturelle explique en partie la violence de la réaction romaine. Héliogabale ne se contente pas d'importer des coutumes étrangères, il tente d'imposer une vision orientale du pouvoir qui heurte frontalement l'idéologie romaine. Son échec annonce les difficultés croissantes de l'Empire à intégrer ces composantes orientales. La pierre noire d'Héliogabale symbolise parfaitement ce choc des civilisations. Cette météorite syrienne, vénérée depuis des siècles à Émèse, devient brièvement le dieu suprême de Rome. Cette promotion d'une divinité étrangère au détriment de Jupiter révèle l'ambition hégémonique du clan syrien. Le retour précipité de la pierre à Émèse après la mort d'Héliogabale marque la victoire temporaire de l'identité romaine traditionnelle. Mais cette résistance ne pourra pas indéfiniment freiner l'orientalisation progressive de l'Empire. Le christianisme, autre religion orientale, finira par triompher un siècle plus tard. Héliogabale apparaît ainsi comme un précurseur malheureux de cette transformation religieuse et culturelle. Son erreur tactique consiste à vouloir brusquer une évolution qui demandait plusieurs générations pour s'accomplir harmonieusement. Que nous enseigne cette histoire extraordinaire sur la nature du pouvoir et ses limites. Le règne d'Héliogabale démontre d'abord qu'aucun système politique, même le plus autoritaire, ne peut durablement résister à un dirigeant qui détruit ses propres fondements légitimes. L'empereur romain tire sa légitimité de sa capacité à incarner les valeurs romaines, courage militaire, dignitas, pietas, respect des traditions. En rejetant systématiquement ces valeurs, Héliogabale scie la branche sur laquelle il est assis. Sa chute devient inévitable dès qu'il franchit certaines lignes rouges. Cette leçon politique garde sa pertinence contemporaine. Tout dirigeant qui méprise trop ouvertement les attentes de sa société finit par provoquer sa propre perte. La transgression peut être un outil de pouvoir, mais elle devient destructrice quand elle s'érige en système de gouvernement. Le cas d'Héliogabale illustre également les dangers du pouvoir absolu confié à une personnalité immature et instable. Ses excès auraient été limités s'il avait évolué dans un système de contre-pouvoirs efficaces. Mais la concentration impériale de l'autorité permet à ces fantasmes de se déployer sans frein. Cette réflexion sur les institutions trouve un écho moderne dans les débats sur la limitation du pouvoir exécutif. L'exemple d'Héliogabale plaide pour des mécanismes constitutionnels capables de neutraliser un dirigeant défaillant avant qu'il ne détruise le système qu'il est censé diriger. Malgré sa damnatio memoriae, Héliogabale n'a jamais complètement disparu de la mémoire occidentale. La Renaissance redécouvre ce personnage sulfureux qui fascine les artistes en quête d'exotisme et de transgression. Les peintres du XIXe siècle, notamment, s'emparent de cette figure pour explorer les thèmes de la décadence et de l'androgynie. Cette fascination artistique révèle la dimension esthétique du personnage. Héliogabale incarne une forme de beauté maudite, un raffinement poussé jusqu'à l'artifice qui séduit les créateurs épris d'absolu. Son règne devient une œuvre d'art totale, monstrueuse certes, mais d'une cohérence esthétique indéniable. Antonin Artaud consacre à Héliogabale un livre visionnaire qui présente l'empereur comme l'anarchiste couronné. Cette lecture surréaliste, qui fait d'Héliogabale un révolutionnaire avant la lettre, influence durablement la perception moderne du personnage.
Les mouvements de libération sexuelle du XXe siècle redécouvrent à leur tour cet empereur transgénique. Les communautés LGBTQ+, y voient une figure historique de la diversité sexuelle, un précurseur de leur revendication identitaire. Cette récupération politique transforme le paria antique en icône moderne. Cette évolution mémorielle montre comment chaque époque réinvente le passé selon ses préoccupations contemporaines. L'Héliogabale du XXIe siècle n'est plus le monstre dépravé de l'historiographie traditionnelle, mais un martyr de l'intolérance et un précurseur de l'émancipation. Au terme de cette enquête, Héliogabale demeure largement énigmatique. Était-il réellement ce personnage hors norme que décrivent ses détracteurs, ou bien une victime de la propagande politique? La vérité historique se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Ce qui paraît certain, c'est qu'Héliogabale a effectivement bouleversé les codes de son époque d'une manière qui a marqué durablement ses contemporains. Sinon, comment expliquer la violence des réactions qu'il a suscitées et la persistance de sa légende noire? Son règne révèle les tensions profondes qui traversent l'Empire romain du IIIe siècle. Crise d'identité face à l'orientalisation, remise en cause des hiérarchies traditionnelles, émergence de nouvelles formes de spiritualité. Héliogabale cristallise tous ces bouleversements en sa seule personne. Cette dimension symbolique explique pourquoi son histoire continue de nous interpeller. Héliogabale incarne l'éternel conflit entre l'individu et la société, entre la liberté personnelle et l'ordre collectif. Sa tragédie personnelle éclaire les limites de toute tentative de transformation radicale du monde. En voulant révolutionner Rome selon ses fantasmes personnels, Héliogabale a échoué de manière spectaculaire. Mais son échec même constitue une expérience historique unique qui enrichit notre compréhension de la condition humaine. Car après tout, qui d'entre nous n'a jamais rêvé de refaire le monde à son image? L'histoire d'Héliogabale s'achève dans le sang et l'oubli, mais elle pose des questions universelles qui résonnent encore aujourd'hui. Jusqu'où une société peut-elle accepter la différence? À quel moment la tolérance se transforme-t-elle en complicité destructrice? Le jeune empereur syrien a payé de sa vie sa volonté de vivre selon ses propres règles. Sa mort violente révèle la brutalité d'un monde qui refuse absolument certaines formes de transgression. Cette intolérance antique nous interroge sur nos propres limites et nos propres aveuglements. Mais Héliogabale n'était pas qu'une victime innocente de l'intolérance. Ses excès ont causé des souffrances réelles à ses contemporains. Ses caprices ont dilapidé les ressources publiques. Ses innovations religieuses ont semé le trouble dans tout l'Empire. La liberté individuelle trouve ses limites dans le respect d'autrui et le bien commun. Cette tension entre épanouissement personnel et responsabilité sociale traverse toute l'histoire humaine. Héliogabale l'a vécu de manière extrême, transformant sa vie en laboratoire grandeur nature de cette problématique éternelle. 18 siècles après sa mort, nous continuons de débattre des mêmes questions que son règne a soulevées: identité de genre, liberté sexuelle, place des minorités, limites de la tolérance. Cette permanence des enjeux confère à l'histoire d'Héliogabale une actualité troublante qui explique l'intérêt renouvelé qu'elle suscite. L'empereur qui voulait devenir femme et se prostituait dans les lupanars de Rome demeure ainsi l'un des personnages les plus fascinants et les plus dérangeants de l'histoire universelle. Son règne impossible continue de nous questionner sur nous-mêmes et sur le monde que nous voulons construire. Car au fond, l'histoire d'Héliogabale est aussi la nôtre, celle d'êtres humains en quête d'identité et de liberté dans un monde qui résiste au changement. Cette quête intemporelle, avec ses grandeurs et ses misères, ses espoirs et ses échecs, constitue peut-être la véritable leçon de cette extraordinaire histoire. Héliogabale a échoué à transformer Rome selon ses désirs, mais il a réussi à nous léguer un récit inoubliable sur les possibilités infinies et les limites tragiques de la condition humaine.